Moteur! Allons-y! Moteur! Voilà, donc vous reconnaissez la musique, je vous avais promis, donc lundi que jeudi je vous parlerai du Mal n'existe pas, je continue, et bien voilà, c'est Le Mal n'existe pas de notre réalisateur Hamaguchi, et donc on a encore cette musique sur ces frondaisons. Alors donc je vous le disais, la première partie est très silencieuse, c'est un hymne à la nature, formidable, et puis tout d'un coup, on va passer dans une deuxième partie du film, et tout d'un coup, comment expliquer? La ville vient, j'ai envie de dire emmerder, pardonnez-moi, il n'y a pas d'autre mot, les gens qui vivent dans cette nature. C'est-à-dire ils vont créer, parce qu'ils disent la nature est très belle, donc il faut faire du pognon, évidemment. Et donc on va créer le glamping. Alors je vous le disais l'autre jour, le glamping, pour ceux qui n'étaient pas lundi, c'est quand même un nom d'une absurdité totale, c'est un mélange de glamour et de camping. Et donc vous avez un groupe de gens de la ville, des communicants, qui viennent expliquer aux paysans du coin, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être formidable, il y aura des gens friqués, machin, nanani, nanana. Et donc, ce qui est très intéressant dans cette seconde partie, autant la première partie était très silencieuse, la seconde partie parle beaucoup, et on s'aperçoit que les gens du peuple, les paysans du coin, sont des gens très astucieux. Ils parlent pas pour ne rien dire, c'est pas comme les communicants, et c'est surtout qu'ils ont des arguments en béton. Et notamment, ils vont parler de l'eau qui est une ressource fondamentale et que le glamping va forcément polluer. Ça, c'est une évidence, quoi. Voilà. Le conférencier, qui en plus de ça, c'est un communicant, il est, je crois même qu'il fait partie d'une agence artistique, vous voyez, il a rien à faire ni avec la nature, ni avec que dalle, quoi. Il est au courant de rien. Il est un peu gêné aux entournures parce qu'il faut qu'il réponde, mais il sait pas quoi répondre. Alors, à chaque fois, j'aime bien cette formule, il dit, je ferai remonter. Alors, oui, tout ce qu'on lui dit, je ferai remonter. Évidemment, quelqu'un va lui dire, mais à qui? Ah ben oui, c'est ça, parce que le type en question qui est au sommet de la pyramide, on le connaît pas. Voilà, donc ils savent pas. Et donc on va faire. Alors si, on va le voir à un moment, ils seront, mais on le verra uniquement par une visioconférence. Ah oui, lui, en chair et en os, il n'y est pas. Hein, c'est-à-dire qu'il va blablabla, mais derrière un écran, évidemment. Mais on aura l'occasion d'y reparler. Alors, je vous propose qu'on écoute un peu cette conférence. Alors évidemment, vous n'allez rien comprendre, mais c'est pas grave. C'est simplement pour vous montrer le ton avec tous ces paysans qui sont là en face de ces deux communicants qui sont quand même très abrutis. On écoute. Alors il y a une dame qui demande la parole. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que elle a un restaurant et elle est en train d'expliquer que attention, mais ce que je fais est formidable et couru de toute la région. C'est parce que je travaille mes produits avec la bonne eau que nous avons, qui est pure, naturelle, etc., etc. Et elle dit ça va modifier, mais même tout, quoi. Ça veut dire le goût. Donc elle se bat, mais voyez comme toujours très calmement. On l'écoute. Alors là, c'est le communicant qui est en train de boire. Justement, ça tombe bien. Il écoute, mais en buvant son eau. Et il est surpris parce qu'il sait même pas quoi répondre. D'ailleurs, il dit rien. Voilà, alors c'est ce qui est intéressant, je trouve aussi, d'entendre, c'est qu'on a le droit de revendiquer et d'être ferme sur ses positions, mais toujours avec délicatesse, avec finesse, avec intelligence. C'est ce que fait, évidemment, ce que font tous ces paysans du coin. Et donc,
Après cette deuxième partie, qui va être parlée, mais on sent bien que c'est stérile, alors quand même, les deux communicants, quand ils visitent un peu la région, un peu comme les bobos, oh, bah dites donc, la nature, elle est belle, hein, peut-être que je pourrais peut-être venir y habiter, mais enfin, vous savez très bien qu'ils vont pas rester 107 ans, parce que ça va pas, ils vont pas s'y plaire, mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Et donc, la troisième partie du film, elle est assez poignante, parce que quand je vous ai parlé des frondaisons, et j'ai dit qu'à un moment, le plan séquence se terminait par un plan, en contre-plongée, c'est forcément quelqu'un qui regardait, eh bien, ce quelqu'un qui regardait, c'est une enfant, Anna. Anna, j'ai envie de dire que c'est la métaphore de la nature. Elle vit complètement dans la nature, elle s'échappe de chez ses parents, elle vit, en osmose totale avec évidemment la nature. Et donc, quand je vous dis que la troisième partie va devenir un peu plus poignante, c'est parce que on sent la destruction, c'est-à-dire que il y a une menace de cette destruction sur la nature. Au fond, la nature, elle se défend. Moi, ça, j'aime beaucoup ça. Parce que vous voyez, je veux dire, faut arrêter de parler à la place de la nature. On devrait faire comme ci, comme ça. Là, on va mettre de la pelouse. Là, on va couper ça. Foutez-lui la paix à la nature. Et donc, ça veut dire que la nature, elle se défend, comment? Avec des pièges. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez un lac glacé, mais au milieu du lac glacé, il y a quand même, la glace est très fragile. Et donc, à un moment, si on met le pied un peu lourd, on s'effondre. C'est-à-dire, la nature, elle est même un peu fantastique. Et d'ailleurs, on découvre des restes d'animaux. Il y a aussi, la nature, elle appartient au monde des animaux, des cerfs notamment, il y a les apparitions de cerfs qui sont extrêmement majestueux. Et puis, dans cette nature, qui est calme, on entend des coups de feu. On entend des pas qui craquent sur la neige. Et toujours cette musique qui accompagne la nature, elle s'arrête. Alors ça aussi, c'est très étrange, parce qu'elle s'arrête brutalement. Tout d'un coup, mais au milieu presque d'une note, tac, on se demande, c'est comme un effondrement. Ça nous met en apnée. Tout d'un coup, on est dans une musique, et puis hop, et un silence total. C'est très impressionnant, et ça montre un peu le mal-être de ses habitants, qui va se focaliser. Parce que Anna, qui est toujours dans la nature, à un moment, on la voit plus, on ne sait plus où elle est. Alors panique à bord, donc disparition. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la nature devient source d'inquiétude, avec ses points d'eau glacés, ses coups de feu, etc., etc. Et apparaît le cerf, je vais vous en parler à l'instant. Le cerf, écoutez, c'est pas n'importe quel animal, c'est quand même un cerf, c'est assez majestueux. Et à la fin du film, on a entendu des coups de feu, il y a un cerf qui arrive, qui vraisemblablement est blessé, et à côté du cerf, alors que toute la population a cherché Anna pendant 107 ans, eh bien Anna est assise à côté de lui. Alors là, c'est assez, on va dire, confus, pour les esprits cartésiens, et en même temps, toute cette dernière partie, c'est vous, spectateur, qui allez trouver l'histoire. C'est vous qui allez comprendre des choses. On ne comprendra certainement pas, personne ne comprendra la même chose, et en même temps, tant mieux. C'est-à-dire que le réalisateur, il va faire des images assez insolites, et donc ça peut nous permettre d'échafauder toutes sortes de films. Notamment, il y a un gros plan de la tête du cerf qui est là, qui semble-t-il a été blessé, mais ce gros plan montre un masque. C'est pas un animal vivant, c'est un masque de cerf. Il est statufié. Puis, le plan qui suit, il est vivant, à nouveau. Et donc, le cerf, c'est quand même un symbole de sagesse, c'est un symbole de renouveau. Dans certaines religions, on dit que tuer un cerf, c'est comme tuer un enfant. Donc tout ça n'est pas anodin. Et Anna et le cerf se font face. Et ensuite, il y a un plan en plongée. Le père se penche sur Anna et le nez de Anna saigne. Elle perd le sang, elle perd la vie. Il la prend dans ses bras, il s'éloigne, le plan est fixe, très large. On la voit disparaître, la caméra ne suit pas, ils disparaissent tous les deux, lui portant sa fille dans ses bras. Et puis, moi, alors là, peut-être que ça n'engage que moi, faudrait que j'aille revoir le film. J'ai entendu plouf. Non, mais peut-être que de mon point de vue, et moi je trouve que ce serait formidable, ils se jettent tous les deux, puisque sa fille est morte dans ses bras, ils se jettent dans ce point d'eau qui était très fragile, dont je vous ai parlé, au milieu de cette neige, de cette pellicule glacée. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe le plouf ou pas? Enfin, j'en sais rien. Et donc, ça peut être l'objet d'une discussion. Et en même temps, ça veut dire qu'ils vont se plonger dans l'eau, c'est la Renaissance.
alors qu'il y avait un homme qui l'avait accompagné pour chercher sa fille, il est en pull rouge, et comme il avait voulu se battre contre le cerf, et ça, le personnage principal a dit « Ah non, se battre contre un cerf, ça c'est exclu. D'ailleurs, même le fait que tu sois un étranger qui ne te connaisse pas, le cerf, qui est très gentil normalement, là, il n'aime pas les étrangers qui viennent dans sa forêt, évidemment. Et donc, il l'avait fait en sorte que cet homme avec ce pull rouge soit soit vaincu, quoi. Et il l'avait étranglé, pardon, étranglé. Bon, étranglé. Et donc rentrant à nouveau dans le champ, on voit cet homme qui essaie de retrouver du souffle. Alors bon, tout à l'heure on a parlé du sang qui perd la vie, le souffle aussi, je veux dire c'est quand même la vie, hein. Donc c'est donc il y a des sortes de vibrations énormes. J'ai envie de dire que les vibrations de la nature et des humains se rejoignent. La respiration, l'hostilité est grandissante. Et alors, comme on peut se rapprocher du titre, le mal n'existe pas. Ah, alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, peut-être que il s'agit de se défendre. Et donc, les animaux, comme la nature, peuvent tisser un réseau de pièges. La tragédie du monde, elle est écrite par les hommes. Mais c'est ce qui me plaît, moi, dans ce film, dans ce conte, hein, parce que c'est un conte quand même, c'est l'ambiguïté. C'est l'ambivalence dans les attitudes, celle des hommes, celle des animaux, celle de la nature. Rien n'est simple, au fond. Donc, ce film de Hamaguchi, moi, ça m'a fait penser à un autre film dont je vous ai déjà parlé. C'est un film de Hideko Eniedi, ça s'appelait Corps et âme. Et là aussi, il était question de cerf. C'est un homme se rêvait dans sa nuit d'un cerf et il rencontrait toujours une jeune femme qui, elle aussi, alors qu'ils ne s'étaient jamais parlé, elle aussi, elle racontait que la nuit, elle se voyait en cerf. Voilà, donc cet étrange rapport entre les êtres humains et la nature, je trouve que c'est parfaitement dit dans ce film, et je trouve que ça suffit largement. On n'a pas besoin d'un discours prêchi-prêcha d'écolos, qui savent pas la différence entre une vache et une brebis. Il vaut mieux regarder la nature, l'écouter et voilà, tout simplement. Donc c'est un film remarquable. Moi, je vous le recommande. C'est un film qu'on n'oublie pas. Tous les gens qui sortent du film ont très envie ils se racontent la fin, et au fond, c'est leur propre fin. Voilà. Donc, un film à voir, bien évidemment, Hamaguchi. On écoute tout de suite la bande-annonce. じゃああれは松。あれはカラマツあしかも食べた後水はどう？そうですね。最近茹でるのにも使ってるからペースが速くて。じゃあ今から汲んでくるよ。だるまさんが転んだ。今までキャンプって言ったら敷居が高かったわけですけど、グランピングだったら都会から気軽に来れます。地下水は下の地域の湧き水になるし、この辺りのことは何でも教えてくれる。あ、ちゃんと頼めば力にもなってくれるし。私たちの会社がこの土地のことを何も知らないんだなっていうことが身に染みて分かって。Voilà donc ce qu'on pouvait dire de ce film de Hamaguchi, cette espèce de rapport comme ça très particulier entre le monde animal, les êtres humains, la nature, etc. C'est vraiment une petite merveille. Alors la prochaine fois, je vous parlerai d'un film, un film français. Aïe aïe aïe. Alors un film français, et en plus de ça qui a été sélectionné à Cannes, les bras vous en tombent. Vous avez compris, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, donc suspense. Nous en parlerons la semaine prochaine.